Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Le président de la République est à Riyad, en Arabie Saoudite, accompagné de son épouse et d'une forte délégation. Le chef de l'État y effectue une visite officielle de 5 jours. À son arrivée, il a été accueilli par le prince Faisal, le gouverneur de la région de Riyad. Le président de la République place cette visite sous le signe de l'amitié et de l'histoire. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Le ministre des Mines en visite dans la région de Kay à la rencontre des opérateurs miniers et des communautés locales. Tchemoro Sangare veut s'inquérir de l'état d'exploitation minière dans la région. On verra les étapes des sites de Sadiola, Yatela, Loulou et Goukoto avec nos envoyés spéciaux. Fidèles téléspectateurs de l'ERTM, ramenez vos horloges 2 heures en arrière. Votre télévision nationale va démarrer désormais à partir de 6 heures du matin. Oui, c'est demain que la nouvelle grille de l'ERTM commence. Plus de débats, plus d'émissions pour enfants. Bref, que du nouveau. Sidi Kimfa Konaté, le directeur général de l'ERTM, vous donnera plus d'amples informations au cours de ce journal. Lundi de Pâques, bonne fête à tous les chrétiens du monde. Nous sommes le 17 avril. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. On vous l'annonçait hier, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé en début de soirée à Riyad, en Arabie Saoudite, pour une visite officielle de 5 jours. Et c'est sur invitation du roi d'Arabie Saoudite, Salman bin Abdul Aziz Al Saoud, le chef de l'État, à la tête d'une forte délégation dont son épouse a été accueillie à sa descente d'avion par le prince Faisal, gouverneur de la région de Riyad. Les deux personnalités ont eu des échanges dans le salon avant de regagner la résidence du président de la République. À l'accueil également des personnalités de l'ambassade du Mali en Arabie Saoudite. Voilà le président de la République arrivé en Arabie Saoudite. Et c'est parti pour une visite officielle de 5 jours. Une visite que le président de la République place sous le double signe de l'amitié et de l'histoire. Et ses attentes sont très fortes. Il le dit au micro de nos envoyés spéciaux à Riyad, Sidiki Dambélé, Amadou Sankare, Dembawan et Aliou Touré. L'Arabie Saoudite et le Mali sont des pays amis. Et vous savez, l'histoire a retenu ce fameux pèlerinage de Kankou Moussa en ces lieux furent fondateurs quelque part, ce pèlerinage, de relations singulières entre l'Arabie Saoudite et le Mali. Nous sommes deux pays puissamment unis par la foi musulmane et deux grands pays sunnites, deux grands pays qui ont, au long des ans, cultiver et renforcer leur estime réciproque. Nous nous souvenons au Mali encore de la visite du roi Faisal. Et nous venons seulement il y a 2 semaines de donner le nom du roi Faisal à la plus grande mosquée du Mali. Ce n'est pas rien. Et je crois que c'est tout cela qui explique qu'aujourd'hui, nous soyons l'invité du roi Salman avec beaucoup d'humilité à visiter ce grand pays et auquel des liens historiques, des liens culturels nous lient. Et je me réjouis beaucoup de la perspective de nos entretiens en cette période où l'Arabie Saoudite et nous-mêmes sommes très préoccupés par les questions de lutte contre le terrorisme. L'Arabie Saoudite, à ce niveau-là, joue un rôle leader
Et nous venons donc pour renforcer nos liens sur tous les plans, y compris celui-là. Toujours à Riyad, nos envoyés spéciaux nous informent que la journée du mardi sera bien chargée pour le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Dans son agenda, la rencontre avec le roi Salman bin Abdul Aziz Al Saoud, une série d'audiences avec plusieurs personnalités politiques et du monde des affaires. En attendant, les deux délégations sur place multiplient les réunions pour peaufiner au millimètre près le programme de cette visite officielle. Riyad, la capitale saoudienne, c'est là que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en compagnie d'une forte délégation, aura un agenda bien chargé ce mardi. Au programme, des échanges entre le président Keïta et le roi Salman bin Abdul Aziz Saoud. Une rencontre avec le monde des affaires et plusieurs autres personnalités. Sur place, les délégations maliennes et saoudiennes multiplient les réunions pour réussir cette visite officielle de haute portée. Pour les deux pays, c'est vraiment historique parce que vous vous souviendrez qu'en fait, la dernière fois qu'un souverain saoudien est passé au Mali en visite officielle, c'était en 1965 avec, père son âme, le roi Faisal bin Abdelaziz Al Saoud. Et là, nous reprenons vraiment le flambeau, disons, de 1965 pour relancer notre coopération bilatérale et relever, disons, nos relations dans tous les autres domaines politiques, économiques, sociaux, culturels et cultuels également, à la hauteur de ce que sont les relations internationales aujourd'hui et à la hauteur de ce que nous désirons pour nos deux pays dans un contexte que vous le savez mondialisé et qui requiert beaucoup de solidarité entre les pays islamiques. Nous sommes tous deux membres de l'OCI. Parmi la délégation présidentielle, de nombreuses personnalités religieuses du Mali qui attachent du prix au renforcement des liens de coopération entre nos deux pays. L'Arabie Saoudite a toujours eu une position très favorable pour notre pays dans chaque fois que notre pays traverse vraiment des situations difficiles. Mais depuis l'avènement de cette crise qui a eu lieu jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie Saoudite s'est manifestée. Mais cette fois-ci, la manifestation est assez grande. Et aujourd'hui, c'est des pays qui travaillent pour la paix. Si aujourd'hui notre pays bénéficie de ces privilèges, ce n'est que justice, ça doit se faire, parce que notre pays quand même est un pays phare parmi les pays de la Oumma islamique. Nous sommes un pays de paix, malgré que nous avons eu quelques difficultés ces dernières années. Mais je pense qu'avec la clairvoyance du président de la République, du peuple malien, pour que nous puissions sortir de cette crise, avec aussi l'accompagnement de la communauté internationale et les pays amis parmi lesquels il y a l'Arabie Saoudite, je crois que nous aurons le bon bout, Inch'Allah. Cette visite officielle du président de la République permettra certainement de donner un véritable coup d'accélérateur à la coopération entre le Mali et l'Arabie Saoudite, une coopération vieille de plus de 50 ans. Retour à Bamako pour parler à présent du point de presse animé à la primature par le porte-parole du gouvernement, le ministre Abdelkarim Konaté, a développé 2 points. Il s'agit de l'activité hebdomadaire du gouvernement d'une part et l'issue des négociations avec le syndicat de la santé d'autre part. Alousseni Touré, compte rendu. Pour sa première sortie, le porte-parole du gouvernement a réussi à mobiliser une grande partie de la presse nationale. Le premier conseil des ministres et le conseil de cabinet qui l'a précédé ont figuré en bonne place dans cet exercice. Il a livré sa lettre de mission qui tourne autour de 4 axes prioritaires. Il a insisté dans un premier temps sur le parachèvement de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Il a également insisté sur la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence sociale. Ce programme porte sur un certain nombre de secteurs sociaux, la santé, l'éducation, les infrastructures. Il a également parlé de l'apaisement du climat social. Avec les grèves dans les secteurs sociaux, la situation est un peu difficile, sinon très difficile pour nos populations. Et enfin, il a demandé l'adaptation de notre diplomatie aux exigences de notre place et de notre rôle dans les
questions régionales et sous-régionales. Le Premier ministre a invité effectivement les ministres à donner matin, midi et soir l'exemple, à s'efforcer à rationaliser les dépenses à leur niveau. Il les a appelés à une gestion saine et rigoureuse des deniers publics. L'issue heureuse des négociations avec le syndicat de la santé a également été commentée par le porte-parole qui a rappelé quelques acquis obtenus par les travailleurs depuis l'avènement du président Ibeka. Ils avaient demandé 100 000 francs pour les cadres de la catégorie A en plus des 25 500 qu'ils avaient déjà. Donc les discussions en réalité ont duré à cause effectivement de cette revendication. Sur les autres points, il n'y avait pratiquement pas de problème. Nous avons pu effectivement discuter avec les syndicats et ils ont accepté finalement 25 000 francs au lieu de 100 000 francs pour les cadres de la catégorie A. Par ailleurs, le nouveau porte-parole a évoqué ses méthodes de travail avec à la clé un point de presse hebdomadaire, une émission hebdomadaire et une mensuelle sur les antennes de l'ORTM. Direction la région de Caille, où le ministre des Mines est en tournée. Tiemoro Sangaré a visité les sites de Sadiola, Yatela, Loulou et Goukoto. Sur place, il a rencontré les opérateurs miniers et les communautés locales. Envoyés spéciaux, Aïssata Ibrahim Maïga, Aboubakar Traori. À Sadiola et à Yatela, ce sont les entreprises AngloGold et IAMGold qui font l'exploitation depuis respectivement 1996 et 2001. Yatela est d'ailleurs en phase de fermeture, la société estimant ne plus avoir d'intérêt à y opérer. On a été à Sadiola, une mine qui opère depuis plus d'une vingtaine d'années déjà, mais qui est confrontée aujourd'hui à un certain nombre de défis. D'abord par rapport à Yatela et également par rapport à Sadiola même. Le ministre n'a pas caché sa satisfaction face à la jeune équipe composée à 95% de Maliens. Donc ce n'est pas parce qu'on est Malien qu'il faut être médiocre. Nous sommes là, donc étant donné qu'il apprécie cette culture de l'excellence, donc tous ensemble avec l'équipe de Loulou, nous sommes là pour porter et la mine de Loulou et le Mali dans le devant de la scène en tant que pays minier. Ici, à la Somilo, nous avons beaucoup de raisons d'être satisfaits. C'est une société ici qui est pratiquement gérée par les Maliens. Cela augure de lendemain qui enchante parce que le gouvernement s'est fixé comme objectif qu'à terme, le secteur minier soit géré principalement par les nationaux. La grande attraction de la délégation ministérielle a été la mine souterraine à 500 mètres de profondeur. Ici, la teneur en or est de 6 grammes par tonne de minerai. Vu que maintenant le Mali est un pays minier, qualifié de pays minier, vu sa production, aucun financier n'apportera son soutien à la recherche minière présentement. Donc, moi j'invite l'État à avoir un regard sur la recherche minière, vu la contribution du secteur minier à l'économie nationale. Comme Randgold, avec son projet de développement agricole pour les jeunes, les entreprises minières ont toutes des programmes de développement à l'intention des communautés qui les accueillent. La région de Caille compte 6 des 10 sites miniers exploités présentement dans le pays. Ces sociétés créent des milliers d'emplois, plusieurs prestations avec des entreprises maliennes et pour l'année 2015, elles ont apporté une contribution de 275 milliards à l'économie malienne. Ici à Bamako, un grand ouf de soulagement des habitants de la commune 4, précisément ceux de Lafiabougou. Le Kilimandjaro n'est plus qu'un souvenir, entendez par là le tas d'ordures du dépôt de transit de Lafiabougou, loin du cimetière. Ces déchets solides ont été entièrement ramassés et évacués. L'opération a coûté à l'État malien près d'1 milliard de francs CFA, nous précise Fademba Keita. Cet espace d'une superficie de 15 242 mètres carrés a renfermé un volume d'ordures estimé à plus de 700 000 mètres cubes. Surprenant volume qui a amené les riverains et habitants de la commune 4 à attribuer le nom Kilimandjaro à ce dépôt de transit de Lafiabougou cimetière. La société d'exploitation des sables et graviers, SESG, chargée du ramassage de l'évacuation, a mis 80 jours pour débarrasser le dépôt des ordures. On ne pouvait pas faire le travail dans la journée. Il y avait trop d'embouteillages. Il nous a fallu le travail de la nuit,
de 19h à 5h du matin. Donc en 80 jours, vraiment, on a pu faire ce grand boulot. Destination des ordures évacuées, elles ont été généralement vers les champs à la demande des exploitants agricoles, notamment dans la commune rurale du Mandé, à Samaniana, avec l'aménagement de la voie d'accès sur plus de 3 km par le département de l'équipement à Samaya, à Samango, à Katibougou et à Djoliba. Pour en arriver là, l'État, à travers le ministère de l'Environnement, a débloqué près d'1 milliard de francs CFA. Nous avons débarrassé la Fiabougou du mont Kilimandjaro et nous ne souhaitons plus qu'il y ait une appellation de ce type ici encore. Le site est un site qui a été retenu comme dépôt de transit et ça doit garder tout son nom. Mais les dépôts de transit aussi sont aménagés. Nous allons le verdir. Nous allons l'aménager et faire en sorte que tout le monde puisse y gagner. Un comité de veille citoyen est déjà mis en place par la mairie de la commune 4. Il a pour mission de pérenniser l'acte posé par le ministère de l'Environnement. Le 18 avril, c'est la journée mondiale des monuments et des sites. Cette année, le thème choisi est patrimoine culturel et tourisme. Pour l'occasion, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme a délivré un message. Nina Oualetim-Talou est au micro de Modibo Souari. Chaque année, l'UNESCO, par l'entremise du Conseil international des monuments et des sites du commerce, une de ces organisations consultatives célèbre la Journée internationale des monuments et des sites à travers le monde. Cette année, le thème retenu de la journée est patrimoine culturel et tourisme durable. Le Mali, dans le cadre de la commémoration de cette journée internationale, organise diverses activités. À cet effet, il est prévu une conférence sur le thème « Impact de la crise 2012 sur le développement du tourisme au Mali ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il rappelle les douloureux événements que notre pays a connus en 2012, avec comme impact négatif l'arrêt des activités sur les sites d'attraction touristique, aussi bien dans les régions du nord que dans celles du centre du Mali. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, soucieux au premier chef de développement d'un tourisme durable en dépit de la conjoncture actuelle, se sent interpellé par les thèmes du commerce, patrimoine culturel et tourisme durable. Et vous aurez l'intégralité du message de Madame le ministre après ce journal. Célébration d'une autre journée, celle de l'hémophilie. C'était ce lundi à la Cité des Enfants. Une première en tout cas dans notre pays. Le Mali célèbre pour la première fois cette journée à travers l'Association malienne de la lutte contre l'hémophilie, l'hémophilie et les autres coagulopathie, toutes mes excuses. Une conférence débat suivie d'une projection de film ont été les temps forts de cette célébration qui avait pour parrain national Moussa Mara, l'ancien Premier ministre. Mamoutou Danté, reportage. Il s'agit pour l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et les autres coagulopathies à Malek de faire de cette journée une véritable tribune de communication en vue d'informer et de sensibiliser les populations sur l'hémophilie qui est une maladie héréditaire. Le thème qui est « Soyons à leur écoute » vise à créer un élan de solidarité autour des malades atteints de toutes les maladies, des troubles de la coagulopathie. Je voudrais vous rassurer que mon département prendra toutes les dispositions pour inscrire l'hémophilie comme une maladie prioritaire. Les parrains nationaux Moussa Mara et Abdoulaye Diabaté, ambassadeurs de l'association, ont félicité la Malek et ses partenaires à travers les actions déjà entreprises pour la prise en charge des personnes atteintes d'hémophilie. Ils ont aussi souhaité plus d'accompagnement des autorités nationales. Aujourd'hui, c'est grâce au soutien de l'extérieur, une fédération mondiale, une fondation, que les malades ont accès aux médicaments dont ils ont besoin. Il faut que le niveau national prenne aussi un peu le relais et joue sa partition dans tous les domaines. Le Mali doit compter d'abord sur le Mali. L'hémophilie reste une maladie peu connue du public malien.
Pourtant, elle est invalidante et même mortelle. C'est pourquoi l'implication de tout un chacun reste importante. Politique, c'est à Bla, dans la région de Ségou, que le MPR, Mouvement patriotique pour le renouveau, a procédé ce samedi à sa rentrée politique. La correspondance de Candice là. C'est à travers une conférence débat que la section MPR, Mouvement patriotique pour le renouveau, a effectué sa rentrée politique à Bla. Cette conférence qui a mobilisé les militants à la base et les responsables du bureau exécutif central a fait le point sur la vie du parti dans le cercle, la situation du pays et les élections à venir. À Bla, les résultats obtenus par le MPR depuis sa participation aux élections sont assez éloquents. En 2016, le MPR est la première force communale du cercle de Bla avec 5 maires sur 17. Nous attendons bien sûr la large mobilisation comme nos militants savent bien le faire. Et nous allons continuer en fait à les organiser et à les mettre en selle pour en fait une bonne participation aux élections. Par rapport au contexte du moment, l'heure doit être à la mobilisation générale en faveur de la paix et de l'unité du pays. Vous savez, la situation est très difficile dans le pays, mais des efforts extraordinaires sont en train d'être menés. Il s'agit en fait d'accompagner ces efforts et que tout le monde se sente concerné pour vraiment qu'on puisse sortir définitivement de cette crise qui a vraiment beaucoup duré. Cette conférence a enregistré la présence des partis invités et des témoignages des responsables des structures du parti de leur engagement à soutenir la dynamique engagée dans le cercle de Bla. Le président du parti, le Dr Sogel Kokalamaïga, a salué la grande mobilisation de ses militants et invite les uns et les autres à œuvrer pour la paix, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. En deuxième région, le centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro a abrité ce vendredi le premier colloque de l'école d'état-major national de Koulikoro. Thème de l'événement, quelle synergie entre les armées et directions de service dans un conflit asymétrique. Brahima connaît les détails. Quelle synergie entre les armées et directions de services dans un conflit asymétrique? Le renforcement de la coordination et l'interopérabilité dans la lutte contre l'asymétrie constituent des éléments de réponse à ce centre d'intérêt du colloque organisé par l'École d'état-major national de Koulikoro. Le thème proposé dans ce présent colloque ambitionne de standardiser nos modes de pensée, nos visions sur le modèle d'adversaire que nous avons aujourd'hui sur le terrain. Un adversaire tactiquement évanescent, dont d'ailleurs la furtivité repose moins sur les capacités techniques réelles que sur les liens sociologiques avec les populations dont il est issu et le terrain qui lui est favorable. L'école d'état-major national de Koulikoro, l'EMA, l'EMIA, les futurs commandants d'unité, la 323e compagnie de support de Koulikoro, la gendarmerie nationale, la garde nationale et toutes les directions de services militaires ont besoin de s'adapter au contexte actuel caractérisé par le terrorisme et la guerre asymétrique. Ce colloque à leur intention permet d'uniformiser la vision des uns et des autres sur la conduite à tenir face au phénomène. C'est un sentiment de fierté et d'enthousiasme avoir nos grands chefs à côté de nous pour témoigner l'intérêt qu'ils portent à la formation de nos cadres. C'est une expérience à vivre. Ce premier colloque de l'école d'état-major national de Koulikoro est présidé par le chef d'état-major de l'armée de l'air, représentant le chef d'état-major général des armées. Nous plaçons vraiment ce colloque sous le signe de l'engagement des autorités militaires de ce pays pour que nos différentes structures de formation puissent nous donner des produits, c'est-à-dire des hommes et des femmes bien formés, capables de servir tout de suite dans la situation difficile que nous vivons sur le plan sécuritaire dans notre pays. Ce colloque aura été marqué par la présentation des capacités et des attentes des différentes structures des forces de défense et de sécurité. Sur un tout autre plan, lancement des nouveaux projets dans la région de Tombouctou. Il est intitulé « Intégration sociale et renforcement de l'engagement citoyen » d'un montant de 900 millions de francs CFA. Il dure 5 ans. L'initiative est de l'Association malienne pour la survie au Sahel. Adraman Maïka, correspondance. 900 millions de francs CFA pour renforcer l'engagement citoyen et promouvoir l'entrepreneuriat en milieu jeune. Tel est l'objectif de ce tout nouveau programme qui vient d'être lancé dans la région de Tombouctou.
Dénommé Intégration sociale et renforcement de l'engagement citoyen, ce projet ambitionne d'ici 5 ans de renforcer les capacités de 1000 jeunes dans les domaines de la citoyenneté et dans la gestion des activités génératrices de revenus. Cet atelier n'a pas seulement pour but de lancer le projet, il doit aussi nous permettre de planifier les premières activités du projet de façon concertée et participative. C'est pourquoi je compte sur la disponibilité et la contribution de tout un chacun afin de nous permettre d'arriver à une planification pratique, objective et opérationnelle qui reflète les réalités de nos différentes communes d'intervention. À travers ce projet, l'Association malienne pour la survie au Sahel et ses partenaires entendent relancer les activités économiques dans la région tout en contribuant à la lutte contre la malnutrition et les conflits inter- et intracommunautaires. L'objectif de Veltung-Elfé, c'est zéro faim là où nous intervenons d'ici l'horizon 2030. Le Mali, bien qu'un pays sahélien, est nourri, égorgé de potentialités. Le choix de la jeunesse et des femmes comme cible privilégiée cadre bien avec notre politique nationale de sécurité alimentaire et de bonne gouvernance. La vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'efficacité des actions de développement à partir des communes et des villages. En s'inscrivant dans le cadre des activités entreprises, le projet Intégration sociale et renforcement de l'engagement citoyen permettra de consolider les initiatives entreprises en 2013 par l'Association malienne pour la survie au Sahel dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'économie. Assemblée générale de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali, le rapport d'activité et les perspectives à l'ordre du jour. Aridjou Matina, les détails. Assemblée générale ordinaire de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali. Le bureau exécutif qui dirige l'association depuis mars 2016 fait la restitution à travers cette rencontre des activités qu'il a menées et définir par la même occasion de nouvelles stratégies. Il y a un regain réel d'intérêt pour servir en tant que docteur vétérinaire l'ensemble de la communauté de l'élevage du Mali. Aujourd'hui, nous partons avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle vision et qui est celle de rassembler tous les acteurs de tous les bords. L'élevage joue un grand rôle dans notre économie. Il est ainsi nécessaire de dynamiser davantage le secteur pour relever le défi de la santé animale. Il est important de créer un cadre où les docteurs vétérinaires, aussi bien du secteur public, le peu qui reste, avec les docteurs vétérinaires du secteur privé, et tout ceci se retrouve ensemble pour aider notre État. Et il est important que ces sous-secteurs soient nantis de techniciens de qualité, de techniciens organisés et qui sont capables de répondre à ces nombreux défis. Le défi d'avoir des animaux en bonne santé, des humains en bonne santé qui élèvent ces animaux. Bâtir une organisation à portée nationale adéquate pour aider à construire, c'est la principale vision du bureau exécutif de l'ANDM. Et du rythme dans ce journal en 3e région, le Ganadougou a vibré ce week-end au rythme de la première édition du festival Santé. Cette rencontre culturelle initiée par l'artiste Mamou Sidibé vise à valoriser ce patrimoine musical dédié autrefois aux guerriers, des activités artistiques et culturelles, l'exposition vente ainsi que les conférences débats étaient au menu de ce festival. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de la Culture. Envoyés spéciaux Oumar Traoré et nous Sissoko. Le Santé est un folklore propre au Ganadougou, une aire géographique de la région de Sikasso qui compte 11 communes, 135 villages pour environ 170 000 habitants. Ce pan de la culture Ghana est aujourd'hui en perte de vitesse. C'est pourquoi l'artiste Mamou Sidibé entend à travers le festival Santé du Ganadougou promouvoir cette musique traditionnelle qui n'était pas l'apanage de tous. Le CNT accompagnait nos braves combattants sur le champ de bataille. C'est une mélodie de bravoure pour un Ghana. Il reflète l'identité du Ganadougou, la rencontre entre la flûte du Peul et les donkans du Bambara. Le CNT était en voie de disparition, mais grâce à l'effort de certains artistes locaux et Mamou Sidibé, il aura une renommée internationale. Le festival Santé ou encore Festival international de musique du Ganadougou
se veut aussi une tribune pour promouvoir le développement local. Et ces 3 jours-là vont permettre à tout le monde de réfléchir où on était, où on est aujourd'hui et où on doit aller. Ça, c'est important pour moi. Nous venons de procéder à l'inventaire du patrimoine national du site Bama-Kolon à Zankorobougou. La population de ces caïmans, considérée comme sacrée, a considérablement augmenté et leurs conditions de vie deviennent de plus en plus dégradantes à cause surtout des intempéries. C'est pourquoi il urge de les entretenir et de procéder à l'aménagement de la forêt. Les animations artistiques et culturelles, les expositions ventes, les conférences débats sont entre autres activités à l'affiche de la première édition du Festival Sainté. Le ministre de la Culture a procédé à la remise d'un important lot de matériel d'assainissement aux femmes. Autre grand titre de ce journal, la nouvelle grille de l'ERTM, je vous le disais dans le sommaire. Ramenez vos horloges 2 heures en arrière, votre télévision nationale va démarrer désormais à partir de 6 heures du matin. Oui, c'est demain que la nouvelle grille de l'ERTM commence. Plus de débats, plus d'émissions pour enfants, bref que du nouveau, tant au niveau des informations que des programmes. Le directeur général de l'ERTM donne plus de détails. Sirikimfa Konaté est au micro de Ibrahim Traori. Au niveau de la télévision d'abord, nous allons désormais émettre de 6 heures à 2 heures du matin. Jusqu'à présent, votre télévision nationale commençait ses émissions à 8 heures. Maintenant, pour ce qui concerne les programmes de la télévision nationale, vous avez constaté que depuis quelque temps, nous avons un format du journal qui a changé. Ce ne sont plus des journaux d'1h30, 1h20. Nous sommes maintenant dans le format 40 minutes. Après les 40 minutes du journal en français, nous allons commencer un autre journal, cette fois-ci en langue nationale bamana. Toutes les autres langues nationales, nous allons les rapprocher également de 18h, 18h30. Nous allons mettre l'accent, bien sûr, sur la production nationale. Mais nous allons également mettre l'accent sur la découverte du Mali. Nous allons partir dans toutes les régions, produire ce qu'on appelle Maliba Images et Réalité. Nous allons dans une région, nous tournons pour cette région, nous mettons en valeur les actualités locales, les actualités régionales, mais aussi les potentialités économiques, les potentialités culturelles, le savoir-faire des uns et des autres. Faire la promotion des jeunes, des femmes qui opèrent dans différentes régions. Donc, cela va nous permettre de faire une expérience croisée. Cette émission va également dans le sens de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. La radio nationale, vous savez que jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, la radio nationale, nous fermons à 0 heure. Eh bien, nous allons changer cela. Désormais, la radio nationale va émettre 24 heures sur 24. Alors, nous avons 2 grandes innovations pour la radio rurale. Nous allons faire ce qu'on appelle le Poikampoï décentralisé. C'est-à-dire que nous allons sortir des studios, à la rencontre des paysans, à la rencontre des éleveurs, à la rencontre des pêcheurs, à la rencontre de l'ensemble du monde rural pour plus de proximité et plus de prise en compte de leurs préoccupations. Nous allons donc sortir, avoir ce qu'on appelle le Poikampoï délocalisé. En plus du Poikampoï local au niveau de la radio rurale, nous avons ce qu'on appelle cette année la nuit de la radio rurale. Au niveau de la chaîne 2, nous allons partir dans les communes, favoriser le dialogue entre gouvernants et gouvernés, entre les citoyens et leurs élus. C'est aussi un clin d'œil à thème 2. Votre slogan cette année, vous le savez très bien, c'est 2 fois plus proche de vous. Donc, c'est beaucoup plus d'émissions de proximité, 2 fois plus proche des jeunes, 2 fois plus proche des femmes, 2 fois plus proche de votre public. Et nous allons effectivement également, en termes de langue, vous savez déjà, vous avez commencé un journal en langue nationale bamana, vous allez continuer. Il faut que les uns et les autres comprennent que la radio nationale, la télévision nationale, c'est leur radio, c'est leur télévision. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été faite où les Maliens disaient « Nous aimerions être fiers de notre télévision, nous aimerions être fiers de notre radio ». Eh bien, nous, à l'ORTM, notre fierté, c'est qu'eux, ils soient fiers de leur télévision, qu'ils soient fiers de leur radio, qu'ils soient fiers de leur contenu, de ces radios et de ces télévisions. Notre fierté, c'est, comme nous le disons ici, faire en sorte que chacun compte. Voilà, que chacun compte, la passion du service public. Demain à 6 heures, démarrage donc de la nouvelle grille de l'ERTM. À suivre en langue bamana cette interview du directeur général de l'ERTM dans nos programmes après ce journal.
Nous avons ce communiqué de la Fédération malienne de football. C'est avec une joie immense que le monde du football malien a pris le sacre de l'équipe U10 de l'ASB au Mondialito 2017 en Espagne. Le comité provisoire de la FEMAFOOT adresse à cette occasion ses très chaleureuses félicitations aux joueurs et encadreurs de l'ASB pour cette victoire qui honore l'ensemble du football malien. Focus santé, gros plan aujourd'hui sur l'hypertension pendant la grossesse. La maladie se déclare très souvent au 3e trimestre de la grossesse et peut provoquer un accouchement prématuré. Ramata Konati nous en parle. Focus santé est en rediffusion. Une femme enceinte a une hypertension artérielle lorsqu'elle a une pression supérieure ou égale à 14,9. Cela à 2 reprises après que la femme ait observé un repos d'au moins 10 minutes. Souvent, aucun symptôme ne vient alerter la patiente, mais l'hypertension artérielle durant la grossesse peut se traduire par des signes. En plus des signes classiques de l'hypertension artérielle qui sont surtout la femme va se plaindre de maux de tête qui sont permanents tout le temps. Elle peut se plaindre de flou visuel avec des sensations de mouches volantes, de bourdonnement d'oreilles. Ou souvent, elle peut venir consulter parce qu'elle ne sent pas bien son bébé bouger ou le ventre ne grossit pas comme il faut. Ça, c'est un peu les signes qui vont orienter le médecin à rechercher une hypertension artérielle chez cette femme enceinte. Cette pathologie est plus fréquente chez des cibles comme les femmes enceintes de moins de 20 ans et celles dont l'âge est plus avancé, surtout si c'est leur première grossesse. Les cas de récidive sont fréquents à ce niveau. Avec les 2 autres grossesses, j'ai eu les mêmes problèmes. Donc avant l'accouchement, tout juste avant les 9 mois, chaque fois ça soulève. Cette fois-ci aussi même, on est obligé de me faire la césarienne. Parce que la grossesse était à 37 semaines, mais la tension est très élevée. 17, 18 jusqu'à ce qu'on est arrivé ici. 10% des femmes enceintes ont une hypertension artérielle associée à la grossesse. Et l'hypertension artérielle est la première cause des femmes enceintes hospitalisées dans notre service. L'hypertension artérielle chez la femme enceinte est presque la 3e cause de décès chez les femmes enceintes et les accouchées. Il faut cependant distinguer 4 types d'hypertension durant la grossesse. Le type 1, c'est une hypertension qui survient après la 2e moitié de la grossesse. Le 2e type d'hypertension, c'est une femme qui est déjà connue hypertendue. Cette type d'hypertension n'est pas associée à une production de protéines dans les urines. Cette hypertension va persister même après l'accouchement. Le 3e type d'hypertension, c'est des femmes qui sont connues hypertendues, qui tombent enceintes et malheureusement, elles vont avoir une production excessive de protéines dans les urines. Le 4e type d'hypertension, c'est des femmes qui aussi ne sont pas connues hypertendues, mais après la 2e moitié de la grossesse, les chiffres tensionnels deviennent très élevés, mais il n'y a pas de protéines dans les urines. L'origine de cette hypertension reste encore inconnue. C'est pourquoi la prévention consiste à jouer sur les facteurs de risque. Éviter l'obésité, éviter la sédentarité. Il faut surtout adhérer aux consultations. En dehors de ça, il faut éviter certains aliments quand on est enceinte. C'est les aliments trop gras, les aliments trop salés ou trop sucrés qui favorisent la survenue de l'hypertension artérielle. En cas d'hypertension durant la grossesse, la mère et son bébé doivent faire l'objet d'une surveillance continue, cela jusqu'à l'accouchement. C'est pour éviter un retard de croissance pour l'enfant, un décollement du placenta du côté de la maman qui peut être à l'origine d'un accouchement prématuré. C'est tout pour ce journal. Merci et bonsoir à tous.